I'm Marie Piagnas. I'm the president of Institute in France, and we are leading this initiative, Lean Digital Summit, for the whole Lean Global Network. We are in 30 countries. Now I will speak French. Alors moi, quand j'ai rencontré le Lean en 2004-2005, le Lean dont on parlait, c'était ça. Être dans une usine, regarder des ouvriers monter des voitures, assembler 10 000 pièces. Et puis moi, je travaillais dans une banque. On m'a dit, tu vas voir, ça va être génial. Et j'avoue qu'au début, j'ai quand même eu du mal à me projeter dans le fonctionnement d'une usine japonaise alors que j'étais en train de travailler avec des gens qui travaillaient comme ça. Des ordinateurs partout. Plus on est concentré, moins vu de l'extérieur, on a l'impression que les gens travaillent. Donc cette idée de voir le travail, voir la création de valeur, voir le mouvement de cette création de valeur, c'était absolument impossible. Et donc il a fallu faire le gap entre les deux et se demander, mais par où est-ce qu'on commence ? Et alors, à l'époque, j'ai bien sûr eu le droit à mes cours de Lean, mais en fait, le sensei avec lequel je travaillais m'a dit, écoute, réfléchis, mais réfléchis vraiment en termes de Kaizen. Parce que quand on est dans ce système Lean, le vrai travail, c'est pas de livrer ce qu'on doit livrer, c'est d'apprendre autour de ce qu'on doit livrer. Le terrain d'expérimentation, c'est le métier qu'on a, et le Kaizen, c'est la façon de créer du savoir autour du métier que l'on a, et c'est ça qu'il va falloir arriver à développer. Une fois qu'on a dit ça, finalement, quand on travaille dans l'informatique et dans le digital ou quand on travaille dans une usine, on arrive à mettre les mêmes mots sur l'idée et on se dit on peut démarrer. Par où démarrer ce Kaizen ? Et en fait, le Kaizen aujourd'hui, on dit qu'il y a 4 types de Kaizen. Le premier type de Kaizen, c'est vraiment ce qu'on appelle le troubleshooting. Donc en informatique, c'est facile, il y a un bug, ça ne marche pas. Ça nous est tous arrivé. C'est la crise qui démarre, il va falloir redémarrer le système, il va falloir corriger quelque chose en catastrophe. Et donc, le troubleshooting, c'est quand même la vie des gens dans ce monde du digital, d'être en permanence en train d'essayer d'avoir des systèmes qui soient stables, des systèmes qui fonctionnent quand les gens veulent les utiliser. Et on est dans la réaction. Le deuxième niveau de Kaizen, c'est un peu différent. On a enfin réussi à définir un standard et on se dit maintenant on va essayer de travailler au standard. Ça peut être un niveau le respect d'un engagement, ça peut être le respect d'un geste technique, mais en tout cas, à un moment, on dit voilà, je peux vous garantir que ça va bien se passer parce que je suis capable de travailler au standard. Et comme en fait on n'est pas capable de travailler au standard, ça donne l'occasion de trouver du Kaizen et d'avoir des améliorations autant qu'on le souhaite. Celle d'après, on commence à arriver vers des choses plus innovantes. On se dit, le standard c'est bien, mais on voudrait changer de standard. On voudrait être à un niveau de performance qui est complètement différent. Il va falloir se bagarrer là-dessus, essayer de mettre en place des systèmes nouveaux, et puis essayer surtout de s'approprier ces systèmes nouveaux. Et puis le dernier, c'est de se dire, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. On va faire de l'innovation, on va tester quelque chose de radicalement différent. Et sur ce radicalement différent, eh bien, on va peut-être arriver à passer une marche qu'on n'a jamais passée. Donc le troubleshooting, ça, quand on est encore une fois dans ce monde du digital, il y a une exigence aujourd'hui de disponibilité des systèmes qui est très élevée. Alors les utilisateurs ne se posent pas du tout la question de savoir si les problèmes d'indisponibilité viennent de l'infrastructure ou si les problèmes d'indisponibilité viennent du fait qu'il y ait des bugs dans le code, ça leur est complètement égal, mais alors complètement. En revanche, il faut que ça fonctionne. Et donc, démarrer par tout ce monde dans lequel il y a de l'incident, c'est absolument fascinant. C'est fascinant parce qu'on cherche toujours la création de valeur dans le Lean, et là, en fait, on n'est pas réellement dans la création de valeur, on est dans la restauration de la valeur. Mais moyennant quoi, on tombe sur des équipes dans lesquelles on trouve des incidents qui sont ouverts et qu'on a du mal à fermer, des incidents qui sont répétitifs, des équipes qui s'épuisent à venir travailler le soir, le week-end pour redémarrer, et des gens qui finalement ne trouvent pas que leur métier soit particulièrement passionnant. Et dès qu'on se met à faire du Lean là-dedans, eh bien, on va arriver à fermer des incidents, à les fermer beaucoup plus rapidement, et ça a de la valeur. Et puis surtout, on va finalement s'intéresser à autre chose que du troubleshooting. On va s'intéresser déjà à revenir au standard. On disait que c'était le niveau 2. Donc revenir au standard, ça n'est pas fermer des incidents, c'est ne plus avoir d'incidents. Et à quel endroit s'est produit cet incident ? Et pourquoi est-ce que ça s'est produit ? Et comment est-ce que je vais pouvoir aller à la cause racine ? Et on va commencer à arriver à diviser le nombre d'incidents. Et puis on va aller plus loin, parce que finalement, on a trouvé une cause, on a quelque chose, on a un geste à faire pour mettre en production, et on va se dire, mais il va falloir réussir nos mises en production.
Bien sûr que tout le monde réussit ses mises en production en théorie, mais dans la pratique, c'est quand même beaucoup plus embêtant. C'est pour ça que pendant très longtemps, les DSI ont dit on fait des mises en production très lentes, une fois par an, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois. Donc arriver à maîtriser ce geste de mise en production, ça n'a finalement rien d'évident. Et donc on va commencer à faire du Kaizen sur d'autres aspects, la mise en production. Mais une fois qu'on a réussi à maîtriser ce geste de production, et puis qu'on est beaucoup plus efficace pour fermer les incidents, et puis qu'il y en a beaucoup moins. On a des équipes qui s'ennuient avec un savoir-faire. Et comme elles s'ennuient avec un savoir-faire, elles repartent vers d'autres activités. Elles vont aller siphonner les demandes qui sont faites par les clients et qui ne sont jamais traitées, parce que les équipes projets sont toujours sur les projets et que les demandes, elles flottent dans une espèce de backlog auquel personne ne s'intéresse. Et comme on est capable de livrer toutes les 2 semaines, tout à coup, ce stock de demandes qui flottent va commencer à rentrer sur des vrais systèmes d'information et à pouvoir être utilisé par des vrais utilisateurs. Et on va changer la façon dont l'informatique va travailler avec ses utilisateurs. Donc voilà, donc on peut passer très bien de sujets de troubleshooting à des sujets qui sont de plus en plus subtils et fins, sachant que l'amélioration est infinie et qu'on peut continuer. Revenir au standard. Alors le standard en informatique, le premier standard c'est de respecter le budget, le deuxième standard c'est de respecter le délai, le troisième c'est de respecter le scope. Donc respecter le délai, c'est assez facile semble-t-il. Je dois livrer le 10 mars, si je livre le 10 mars je suis à l'heure, si je livre le 12 mars je suis en retard. Ça va ? Ça a l'air mathématiquement simple. Mais la réalité est quand même tout autre. C'est-à-dire que le 9 mars, on va dire à son demandeur, écoute, le 10 je ne serai pas prête, mais le 12 ce serait possible, qu'en penses-tu ? Bon, bah, de toute façon, si tu n'es pas prête le 10, ok pour le 12, ça ne m'arrange pas, mais je n'ai pas le choix. Donc on change la date. La nouvelle date de livraison est devenue le 12. Donc si je livre le 12, je suis à l'heure. Enfin, je suis à l'heure par rapport à un endroit où j'étais en retard. Donc ça devient compliqué. Donc arriver à avoir cette discipline de dire mais quand est-ce que je vais arriver à livrer ce que je dois livrer et est-ce que je suis à l'heure ou en retard par rapport à ça, rien que ça, c'est un changement de mindset. Mais une fois qu'on est d'accord sur cet aspect-là, donc comment est-ce qu'on va réussir à tenir ce standard de livraison, tout à coup les opportunités de Kaizen sont infinies. Je n'ai pas accès à mes plateformes de test. C'est une vraie question. Puisque normalement, si je dois livrer quelque chose à l'heure, il faut quand même que je l'ai testé avant. Donc, je n'ai pas accès à mes plateformes de test, je n'ai pas terminé mon code, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, les sujets sont extrêmement nombreux et tout à coup, ça permet aussi aux équipes de retravailler leurs gestes techniques, de comprendre là où elles sont efficaces, là où elles ne le sont pas, là où il y a du flou dans le process, là où il y a du flou dans l'objet qu'on doit livrer. Et donc, on peut encore faire du Kaizen à l'infini. Donc, voilà. Réduire le gap au standard, ça peut occuper extrêmement longtemps. Et de toute façon, tant qu'on n'est pas réellement à son aise avec la maîtrise de son process, il est quand même assez difficile d'innover sur un process qu'on ne connaît pas, ou une organisation qu'on ne connaît pas. Mais là, on arrive quand même à des nouvelles organisations. Alors là, je vous ai mis un burn-down chart. Aujourd'hui, ça a l'air parfaitement banal. Il faut savoir que tout le monde ne travaille pas de façon agile aujourd'hui. Et il faut savoir que le jour où on le met en place, on va dire aux équipes, allez, vous êtes formés. On forme des product owners, on forme des scrum masters, on forme les équipes sur la façon dont elles vont travailler de façon agile, etc. Et puis on leur dit, ben voilà, maintenant, c'est génial, on sort du cycle en V, vous n'allez pas livrer tous les 6 mois, tous les ans, vous allez livrer toutes les 2 semaines, éventuellement tous les 3 mois, mais en tout cas, vous allez créer de la valeur en permanence, il y aura du logiciel qui fonctionne toutes les 2 semaines, ça va être absolument génial. Il n'y a aucune raison que ce soit absolument génial le premier jour. C'est extrêmement complexe de travailler comme ça. Et donc, c'est cette idée que le Lean, à un moment, sur un changement de standard, sur un changement d'organisation, va aider les gens à retrouver une façon de travailler ensemble. Et là aussi, c'est fascinant de voir ce qui se passe dans la réalité. Des équipes qui vous disent « j'en suis à mon 23e sprint terminé ». Super, et ça se passe bien, ça se passe bien. Quelle est la dernière fois que tu as mis en production ? On ne sait plus très bien. Qu'en pensent les utilisateurs ? On ne les écoute pas trop. Et donc, quel est le dernier truc que tu as livré qui avait un peu de valeur ? Écoute, je ne sais pas trop, on a corrigé des bugs. Ah oui, super. Donc, arriver à maîtriser une organisation complètement nouvelle, ça aussi, c'est une famille de Kaizen, c'est la famille numéro 3. J'ai cherché sur la famille numéro 4, pour être honnête, je n'ai pas trouvé. Autre exemple de choses qu'on peut obtenir, peut-être que c'est ça, la famille numéro 4, que l'on peut obtenir en essayant de changer complètement de paradigme. Là, on est sur les indicateurs DevOps. Donc,
les gens qui se sont lancés dans ce monde du DevOps, les meilleurs, ben voilà ce qu'on obtient quand on arrive à changer de paradigme et qu'on arrive à maîtriser son nouveau processus. On arrive à déployer 208 fois plus souvent que les moins bons. Donc, donc ça veut dire que ça devient extrêmement fréquent et que les opportunités d'apprentissage et de Kaizen sont extrêmement importantes. On est 106 fois plus rapide entre le commit et le deploy. On arrive à ne plus trop impacter les clients avec les incidents, puisqu'on est 2600 fois plus rapide sur les meilleurs par rapport aux moins bons pour restaurer la situation après l'incident. Et puis de toute façon, on est sur des systèmes qui tombent en panne moins souvent, et donc 7 fois moins souvent que les moins bons. Donc voilà, l'amélioration, ça se mesure, ça peut aller dans différentes directions, mais en tout cas, le Lean est là pour aider à trouver la façon, avec des méthodes qui vous seront présentées par les uns et les autres et des points de vue différents, ça vous permet de trouver une façon d'affronter ce qu'on appelle des problèmes, c'est-à-dire des écarts entre l'idéal sur lequel on travaille et la réalité qui est quand même assez tenace, et ensuite, une fois ces problèmes identifiés, de les résoudre un par un pour devenir excellent. Ceci étant dit, c'est bien d'être excellent, d'arriver à sortir des applications rapidement. Il n'empêche que se pose la question de la création de valeur. Moi, j'ai rencontré la directrice du digital d'une très grande entreprise française qui disait, ben voilà, notre DG a mis 1,5 milliard d'euros sur la table sur 3 ans pour notre transformation digitale. On a eu 300 POC, 300 Proof of Concept, 300 expérimentations qui ont abouti. On a décidé d'en sélectionner une trentaine et de les déployer au niveau mondial. C'est une très grande entreprise. Et à l'issue de tout ça, au bout de 18 mois, il y a le DG qui m'appelle et qui me dit, écoute, tu dors ? Je ne vois aucun retour de toute cette énergie, de tout cet argent, de toute cette communication qu'on investit sur le digital. Je n'en vois aucun retour dans le compte de résultat de l'entreprise. Rien. Et donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est en train de construire des jolis bateaux qui vont mourir près de la mer d'Aral en n'ayant plus rien à pêcher, plus rien à transporter? Ou est-ce qu'on est en train de construire des applications qui, à un moment, vont rendre service et vont créer de la valeur? Et donc, le fait d'être plus rapide, plus précis, plus disponible, c'est bien, mais pour quelle valeur? Et c'est ça qui est important, je trouve, à bien comprendre, c'est qu'en fait, toute cette énergie et toute cette intelligence doit être là au service de la création de valeur. Et la création de valeur, globalement, dans le monde du digital, elle se définit sur 2 axes. Le premier axe, c'est de créer de la valeur pour le client. Et le deuxième axe, c'est de créer de la productivité pour l'entreprise. Créer de la valeur pour le client pour les revenus, créer de la productivité pour la réduction des coûts. Donc, nous sommes dans une période dans laquelle, de toute façon, là j'ai pris la création de valeur pour le client, que l'on connaît assez bien. Dans ce monde de la création de valeur et dans le monde du digital, tout est totalement transparent. Vous ne pouvez pas bouger le petit doigt sans qu'il n'y ait quelqu'un qui, sur Twitter, sur Facebook, sur n'importe quoi, dise « j'aime » ou « je n'aime pas ». On s'est bien occupé de moi ou c'était nul. J'ai réussi ou ça a été tellement compliqué que j'ai abandonné. Et donc là, c'est un cas réel. C'est un cas réel d'une entreprise qui s'est créée pour vendre en fait, des vêtements sur Internet. Le truc banal, hein. Tout le monde sait faire ça. Donc eux, ils ont obtenu 100% de clients totalement satisfaits. Ayant 100% de clients totalement satisfaits, leur coût d'acquisition de nouveaux clients baisse. Et aujourd'hui, le coût d'acquisition des clients est dans un espèce d'effet ciseau dans lequel ce coût devient supérieur à ce que les clients rapportent. Et la seule façon de se battre contre cet écart entre le coût d'acquisition et le chiffre d'affaires généré par le client, c'est la recommandation. Parce que la recommandation, d'une certaine façon, ça ne coûte pas grand-chose. Donc voilà, donc 100% de clients totalement satisfaits. Moyennant quoi 100% de clients totalement satisfaits, ben c'est assez facile. Le nombre de clients passe de 2 millions à 3 millions en 2 ans. Le volume de vente passe de 730 millions à 1 milliard 230 en dollars en 2 ans aussi. Et la marge augmente considérablement. Donc cette notion de création de valeur, entre la satisfaction de client, le revenu et la marge, c'est quelque chose qui fonctionne
d'une façon générale bien dans les entreprises, mais qui dans le monde du digital est assez facile à percevoir, parce que nous avons le feedback de nos clients. Et moi, je suis très étonnée de rencontrer des gens qui ont des responsabilités vis-à-vis de la transformation digitale de leurs entreprises et qui ne vont même pas regarder les notes sur iOS, sur Android, les notes de leurs propres applications. Et pourquoi pas les notes de leurs compétiteurs, parce que ça permettrait aussi de savoir pourquoi le compétiteur est mieux placé sur certains segments de marché ou autres, parce que c'est écrit, parce que c'est publié, parce que les gens le disent. Bon. Donc, voilà, on a des notes, on a des points qu'on aime bien, on a des points qu'on critique. On aurait finalement capacité à avoir une roadmap pour construire et pour développer son produit. Donc, écouter son client, pratique à l'heure du digital. Observer son client. Là, on est sur des caisses automatiques. C'est assez facile, hein. On peut très bien aller dans un magasin et regarder le client, se servir de la caisse automatique et comprendre en quoi les applications, les systèmes informatiques qu'on est en train de développer vont aider ou non le client à payer directement son panier. Sur quoi il bute, sur quoi c'est facile, à quel moment il appelle la caissière en disant « j'y suis pas arrivé, il faut me donner un coup de main » pour arriver à enlever toute la pénibilité à l'intérieur du système et avoir des choses qui fonctionnent bien. Donc voilà, regarder sur les réseaux, observer sur le terrain, être le client de son propre système. Ce sont des gens qui vendent des chaussures sur Internet. Et puis, c'est comme tout, hein, ils en vendent, mais ils aimeraient en vendre plus. Ils ont des concurrents et ils aimeraient leur prendre leurs propres clients. Ils aimeraient fidéliser les leurs. Et vous dites aux développeurs, et ça se passe comment l'achat de chaussures? Vous vous en sortez? Ça fonctionne bien? Ah non, ouais. Moi, je n'achète pas mes chaussures sur Internet. Souvenez de la direction générale. Comment ça, vous n'achetez pas vos chaussures sur Internet? Ben non, hein. Et vous bossez chez nous et vous n'achetez pas vos chaussures sur Internet? Ben oui. Eh bien, écoutez, il va falloir essayer. D'autant plus qu'avec les techniques aujourd'hui, on achète et on renvoie, on est remboursé complètement de ce qui se passe. Mais le fait de travailler sur un produit qu'on connaît a une incidence sur la qualité du produit qu'on va développer. Donc, on peut faire ses propres visites terrain et arriver à mieux spécifier la valeur. Quand on parle de productivité, on peut aussi aller sur le terrain. On peut aussi essayer de spécifier la valeur. Tout le monde parle aujourd'hui de robotisation des process de back-office, mais ça, c'est un process de back-office. Et je peux vous dire qu'avant de robotiser ce process-là, il va falloir arriver à comprendre pourquoi c'est autant le bazar. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec autant d'interactions juste pour obtenir un remboursement parfaitement légitime? Je veux dire, il n'y a pas de contestation sur la validité de la demande de remboursement. Il y a juste un process qui est infiniment compliqué, infiniment instable, puisqu'il va falloir passer un certain nombre de fois par la comptabilité. Et donc, si on se dit, je vais robotiser ce process, vers quoi va-t-on s'orienter? Comment arriver à rendre les processus réellement stables avant d'imaginer de pouvoir les robotiser? Et ça aussi, le Lean vous fournit des éléments en vous disant, écoutez, allez voir, observez, regardez, avant d'imaginer des technologies complexes pour automatiser. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour le Lean aujourd'hui, c'est finalement trois aspects. Une vision, parce qu'il ne s'agit pas d'investir autant d'argent, autant d'énergie, autant d'intelligence sur des systèmes qui ne servent à rien. Donc, où est la valeur et comment est-ce qu'on va pouvoir en tirer un élément d'avantage compétitif? Ensuite, il va falloir être efficace, parce que c'est bien d'avoir une supervision, mais il va falloir arriver à être efficace sur le terrain pour arriver à délivrer cette vision dans les bonnes conditions, au bon coût. Et puis enfin, c'est le Kaizen. Et alors le Kaizen, c'est pour les équipes, mais c'est aussi pour soi-même. Le Kaizen, c'est la façon de développer sa propre expertise. Donc vous allez avoir des gens qui vont se mettre à coder différemment. Vous allez avoir des gens qui vont comprendre qu'en fonction de la façon dont ils codent, les systèmes vont répondre plus ou moins rapidement. Et ce qui n'avait peut-être pas beaucoup d'importance avant l'explosion du digital, en a aujourd'hui. Dès que vous dépassez quelques millisecondes de temps de réponse, les gens vous abandonnent. Donc ça veut dire refaire du code élégant, ça veut dire implémenter de façon différente. Vous allez développer de l'expertise quand vous êtes dans les équipes techniques. Mais quand vous êtes manager, de quel Kaizen parle-t-on? Déjà du Kaizen qu'on aimerait bien faire aux autres. Bon, ça très bien. Donc ça c'est le rôle du manager, de ne plus distribuer le travail, mais de soutenir le Kaizen et l'apprentissage. Ça, c'est le point de vue du Lean. Mais il y a aussi le Kaizen pour soi-même. Parce qu'en fait, ce que vont mettre en évidence
toutes ces actions d'amélioration au niveau local, c'est que l'entreprise, à certains moments, marche quand même un peu sur la tête. Elle marche un peu sur la tête parce que l'élément principal de pilotage va être le respect du budget. Vous entrez dans une équipe, il y a 10 personnes qui sont chefs de projet, ils vous parlent de leur projet, vous leur dites l'année dernière, combien de projets avez-vous livré? 10. 10 personnes, 10 projets, 100 000 euros par personne qui travaille. Donc vous dites benoîtement, le coût de pilotage d'un projet, c'est de 100 000 euros. 10 personnes, 10 projets, 100 000 euros par personne. Et là, vous avez le manager qui vous dit, mais non madame, vous ne savez pas compter. Je dis, mince, encore raté. Et qui vous dit, mais non, parce que les gens n'ont pas livré 10 projets, ils ont travaillé sur 2 à 3 projets chacun. Ben oui, mais n'en ont livré que 10. Non, et on a respecté notre budget. Mais n'en ont livré que 10, donc ça fait 100 000 euros par... Et donc, on est dans une espèce de réflexion dans laquelle les indicateurs pilotés par le management emmènent tout le monde dans le mur. Emmènent dans une capacité à avoir 2 projets et demi pilotés par personne, un qui est livré, un et demi qui ne sera jamais livré, mais qu'on ne regardera jamais, puisqu'on est en train de piloter un budget et non pas une efficacité. Un autre exemple, on va se retrouver dans des organisations dans lesquelles vous avez toujours des budgets. Les budgets, c'est important. Donc, vous avez le budget pour les incidents et le support, vous avez le budget pour les demandes, et puis vous avez le budget pour les projets. Puis on arrive, ce que je vous racontais tout à l'heure, il y a moins besoin de personnes au niveau du support et des incidents, parce qu'il y a moins d'incidents, parce qu'on est plus efficace. Et donc, ces gens-là ont du temps. Et ils disent, on va prendre les demandes. Ah ben non, dit le manager, il n'y a pas de budget pour les demandes. Comment ça, il n'y a pas de budget pour les demandes? Mais moi, je n'ai rien à faire de ma journée, donc je peux te les prendre, les demandes. Oui, mais si tu me les prends, tu te mets dans le budget demande. Mais si je ne les prends pas, je ne fais rien. Oui, mais si tu ne fais rien, tu restes dans le budget incident. Et donc, on arrive dans des espèces de boucles qui sont des boucles idiotes. Des boucles dans lesquelles on va travailler avec des prestataires et on va dire aux prestataires, nous avons des engagements de service avec toi et ces engagements de service vont nous empêcher, le jour où on le souhaitera, d'aller vers de l'amélioration. Bah, tu comprends, j'ai 3 jours pour te répondre. Ben oui, c'est l'engagement de service. Oui, mais tu comprends bien que si les 10 minutes de travail qui correspondent à la demande que je te fais, tu pouvais me les faire dans la matinée plutôt que dans les 3 jours, ça pourrait nous rendre service. Oui, mais moi, j'ai 3 jours pour te répondre. Et donc, la contractualisation va empêcher l'accélération, va empêcher l'amélioration. Et donc, les managers vont se retrouver comme ça, confrontés à un certain nombre de sujets qui sont de leur niveau, de la façon dont ils ont vécu, structuré l'entreprise avec laquelle ils travaillent, et c'est sur ces sujets-là qu'il va falloir qu'eux aussi fassent leur propre Kaizen. Donc voilà, donc le Lean, c'est la vision que les managers doivent porter, ce qui n'est pas simple, et qu'ils doivent transmettre, ce qui n'a rien d'évident non plus, l'efficacité opérationnelle, et donc, in fine, le Kaizen, et la possibilité pour chacun d'innover là où il est, et d'emmener l'entreprise vers quelque chose qui fonctionne mieux et qui est plus efficace. Voilà ce que je voulais explicité en matière de Lean ce matin et qui, j'espère, va vous permettre d'avoir un regard attentif sur l'ensemble des présentations qui auront lieu, parce qu'à un moment ou à un autre, on va toujours croiser ces différents aspects. Je vous remercie.